Sur les incubateurs en Afrique de l'Ouest, de s'approcher s'il vous plaît. Elle peut nous rejoindre sur scène. Merci Madame Anf sous vos applaudissements. C'est timide quand même comme applaudissement. Je vais maintenant accueillir Monsieur Danda Diallo. Il est le directeur de l'incubateur Ose ton emploi. Merci Monsieur Diallo de nous rejoindre. Madame Fadima Khan, elle est programme manager à ESP Partners, s'il vous plaît, pendant que Madame Khan approche. Bienvenue Madame Khan, merci d'être ici. Je vais également inviter Madame Fanta Diaby, la directrice générale de Tougeda. Tougeda, on connaît Fanta Diaby, elle était avec nous l'année dernière ici au SADEN. Pendant qu'elle s'avance, il y a également Madame Fatou Anne, qui est la directrice exécutive de WAFrica. Elle aura un peu de retard, donc elle va nous rejoindre. Merci. Madame Fatou Anne va nous rejoindre tout à l'heure. Donc une fois qu'elle est là, merci aux hôtesses à l'accueil de la mener sur scène. Et je passe la main à Monsieur Sako. Merci Madame Sako. Distingués invités, très chers participants, bienvenue à ce panel qui va parler des performances des programmes d'incubation. Très chers panélistes, bonjour. Je me présente, mon nom est Amadou Sako, directeur associé de SACOM, un cabinet de conseil en communication et en marketing. Et c'est un plaisir et un honneur pour moi de modérer ce panel aujourd'hui, qui va porter sur le thème de l'incubation. Donc, l'accompagnement professionnel des entreprises est un phénomène de plus en plus récent. Historiquement, nous connaissons tous les cabinets de conseil. Donc, celui qui entreprend, qui a besoin de conseils en droit, ira voir un avocat. Celui qui veut plus vendre ou qui veut mieux communiquer, ira voir un cabinet de conseil en communication. Et pareil pour plusieurs autres domaines, que ce soit l'audit, la comptabilité, etc. Et actuellement, dans le contexte où l'entrepreneuriat est de plus en plus de mise, des nouvelles formes d'acteurs sont apparues afin d'accompagner les startups, les jeunes entreprises dans leurs efforts, afin d'atteindre leurs objectifs. Et on parle des incubateurs. Alors, Madame Anf, bonjour. Donc, vous êtes consultante spécialisée sur les incubateurs en Afrique de l'Ouest. En Afrique de l'Ouest, c'est bien cela? Parfait. Donc, en Guinée, comme dans le reste de l'Afrique de l'Ouest, le chômage des jeunes pousse ceux-ci à se tourner vers l'entrepreneuriat. Que ce soit pour survivre ou innover, entreprendre reste difficile. Notamment, il y a de nombreux défis tels que l'accès au financement bancaire, le cadre juridique et fiscal qui est parfois inadapté ou peu d'informations sur le marché. Donc, pouvez-vous, depuis quelques années, justement, comme je le disais, on voit les incubateurs apparaître de plus en plus. Pourriez-vous nous expliquer, en tant que spécialiste, en vos mots, qu'est-ce qu'un incubateur et quelles sont les différentes sortes d'incubateurs? Je remercie le SADEN pour cette invitation. Effectivement, ça fait une dizaine d'années que je travaille avec les incubateurs, que je travaille pour les incubateurs et que j'observe ce qui se passe en Afrique de l'Ouest. Et il se passe effectivement beaucoup de choses et on entend souvent dire oui, que les incubateurs sont à la mode et autres. Je pense que c'est bien plus qu'une mode. Un chiffre pour commencer, en 2019, une étude a dénombré 618 structures d'accompagnement en Afrique. Il y a de plus en plus donc, de structures d'accompagnement sur le continent. Ces 5 dernières années, on observe à chaque année, plus 40%. Donc, on peut voir qu'il y en a de plus en plus. Mais pourquoi? Parce qu'elles répondent véritablement à un besoin, ce besoin qu'ont les jeunes d'entreprendre, cette envie d'entreprendre, mais aussi cette nécessité d'entreprendre, en fait. Donc les incubateurs sont nés pour justement répondre, tenter d'apporter une solution pour répondre à certaines lacunes qui existent dans les écosystèmes entrepreneuriaux en Afrique et partout ailleurs. Ce n'est pas seulement une tendance en Afrique. Les incubateurs, ce sont des structures d'accompagnement de l'entrepreneuriat. Les incubateurs proposent toute une gamme de services, mais vraiment chaque incubateur est unique et va proposer
une gamme de services, une offre qui lui est propre en fait. Mais ce qu'il est important de noter, c'est que la plupart des incubateurs cherchent à accompagner les entrepreneurs de croissance. Et j'insiste là-dessus, je dis entrepreneurs de croissance à la différence des entrepreneurs de subsistance, les entrepreneurs qui vont se lancer dans l'entrepreneuriat par nécessité en fait. Et donc les incubateurs cherchent à accompagner les entrepreneurs de croissance, ceux-là qui sont passionnés, ceux qui ont vraiment déjà une certaine formation à la base et qui ont aussi beaucoup d'ambition de créer une entreprise qui va innover, qui va créer de la valeur, qui va permettre d'apporter un impact positif à la fois économique et social dans leur communauté. Donc voilà, les incubateurs mettent beaucoup d'énergie à accompagner ces entrepreneurs-là puisque l'effet, l'impact sera très conséquent en fait. Quand on parle de structures d'accompagnement, vous entendez très certainement beaucoup parler ces dernières années d'incubateurs, mais on entend aussi beaucoup parler d'accélérateurs, de pépinières, je sais pas, de tiers-lieux, de Fab Lab. Tous ces mots-là désignent les structures d'accompagnement des entrepreneurs. Mais ensuite, derrière ces mots-là, il y a une gamme de services qui est différente en fait. Alors, si je prends un entrepreneur au démarrage, cet entrepreneur-là, enfin disons qu'il est ce porteur de projet, ce jeune a souvent une idée ou une envie d'entreprendre. Il est dans un processus d'idéation et donc il va falloir l'amener pour avoir une idée plus précise, une idée qui va être chiffrée, l'accompagner peut-être à avoir un business plan. Théoriquement, on dit qu'il a besoin des services d'une couveuse ou des services de pré-incubation. Mais généralement, voilà, on connaît plus souvent les services d'un incubateur qui peuvent justement remplir ce rôle-là d'accompagner un porteur de projet pour avoir une entreprise, enfin, dans les premières étapes d'idéation, d'écriture d'un business plan pour se lancer en fait. Donc, si je puis dire, il y a ces services de pré-incubation, mais aussi d'incubation qui vont donc accompagner l'entrepreneur dans les premières étapes jusqu'à la création d'entreprise, jusqu'à avoir ses premiers produits, son premier marché, ses premiers financements pour pouvoir partir sur des bonnes bases. C'est ce que l'incubateur va faire. Ensuite, d'autres services d'accompagnement peuvent prendre le relais, comme les accélérateurs qui, là, du coup, vont accompagner la croissance de l'entreprise, ou des pépinières qui sont des lieux qui rassemblent les entrepreneurs et apportent aussi des services, mais de façon moins intensive aux entrepreneurs. Les autres structures, ou bien des incubateurs peuvent aussi le faire, hein. Il y a des services mutualisés qui existent, comme par exemple les services de coworking, c'est-à-dire qu'on met à la disposition d'entrepreneurs un espace de travail partagé où il va pouvoir bénéficier de certains services, comme l'accès à l'Internet par exemple, ou des services de secrétariat, de domiciliation, pour lui permettre du coup d'avoir un environnement plus favorable justement dans son parcours d'entrepreneur. Il existe aussi des Fab Labs, comme on dit, qui sont des laboratoires de fabrication qui permettent à l'entrepreneur de prototyper, de fabriquer, de se servir de machines pour justement développer ses premiers produits en fait. Si on se concentre sur les incubateurs, qui sont quand même les structures qui sont les plus nombreuses et qui justement permettent à un entrepreneur de passer du stade d'idée à l'entrepreneuriat à proprement parler avec une structure créée, je dois dire qu'on attend d'un entrepreneur d'un incubateur, on attend 4 services principaux. L'incubateur doit mettre à disposition des entrepreneurs un espace de travail, doit pouvoir disposer d'un local équipé qui sera mis à disposition d'entrepreneurs. Il s'agit de pouvoir leur proposer voilà, un espace adéquat pour travailler dans des bonnes conditions pour pouvoir évoluer. On attend aussi d'un incubateur qui puisse mettre à disposition des entrepreneurs du conseil, mais du conseil vraiment personnalisé. Il s'agit d'accompagner les entrepreneurs de façon assez intensive et de façon très personnalisée pour l'accompagner dans toutes ces étapes dans son parcours d'entrepreneur.
Donc, lorsqu'un incubateur conseille un entrepreneur, ça peut être du conseil très personnalisé, ça peut aussi lui permettre d'accéder à de la formation, ça peut être aussi lui permettre de bénéficier des conseils d'un mentor, donc c'est-à-dire peut-être un entrepreneur aguerri. Voilà, chaque incubateur a sa propre façon d'accompagner, de conseiller le jeune. Un incubateur met aussi à disposition des entrepreneurs son réseau. C'est très important, hein, les incubateurs ne travaillent jamais seuls, ils ont vraiment le plus souvent un très grand réseau dont ils font profiter les entrepreneurs, les incubés qu'ils ont souhaité accompagner en fait. Donc l'incubateur peut organiser des événements ou faire des rencontres vraiment sur mesure pour les entrepreneurs, mais l'objectif c'est sortir l'entrepreneur de son isolement et lui faire rencontrer les bonnes personnes. Et le quatrième service important qu'on attend d'un incubateur, ça va être d'accompagner l'entrepreneur pour lever les financements, pour avoir des financements d'amorçage. Donc cet accompagnement peut prendre plusieurs formes. Ça peut être accompagner l'entrepreneur à écrire un business plan bancable, ça peut être le faire rencontrer un business angel, ça peut être l'aider à prendre un rendez-vous auprès d'une banque ou autre. Donc il y a plusieurs façons. Donc ce qu'on attend le plus souvent d'un incubateur, ça va être les locaux, du conseil, un réseau et de l'appui pour trouver les premiers financements en tout cas. Voilà. Monsieur Diallo, vous êtes le directeur de Ose Pôle emploi. Pourriez-vous rapidement nous expliquer ce qu'est Ose ton emploi? Et ensuite, j'aimerais savoir, dans le contexte guinéen, quel est le rôle que l'État peut jouer justement dans l'effort d'incubation des entreprises? Quel rapport les incubateurs ont-ils avec l'État? Merci, monsieur le modérateur, et merci pour cette restructuration. Le premier panel, on avait dit que les hommes avaient dominé, mais ici, je suis minoritaire. Donc, voilà. Et l'incubateur Ose ton emploi est une jeune structure qui a été créée donc en 2018, février 2018, mais des activités ont commencé bien avant par juste une volonté de contribuer à faire la promotion de l'entrepreneuriat. Nous, on avait constaté que des jeunes prenaient 20 millions pour aller mourir en mer. Pour nous, c'était inacceptable. Et donc, on s'est dit, il faut forcément faire quelque chose, pas attendre pas indexer l'État ou dire que c'est un autre qui ne fait pas son rôle. Et nous, qu'est-ce qu'on pouvait faire? On a initié donc des activités citoyennes qui consistaient à former, à sensibiliser des jeunes sur l'entrepreneuriat innovant et les amener à opter beaucoup plus sur l'auto-emploi. Parce que pour nous, c'est bien évident et on peut réussir en Guinée. Et donc, après ces activités, on s'est posé la question et on a vu l'engouement. On s'est dit, mais il faut aller plus loin. Et pour ça, il faut donc se structurer. Il faut donc créer un outil qui permettra donc de toucher un maximum de jeunes, mais impacter plus sur les besoins des jeunes. C'est à ce moment donc, en février 2018, on a créé cet incubateur en le formalisant. Et au jour d'aujourd'hui, on est en train donc d'avancer petit à petit en renforçant notre offre d'accompagnement, en l'adaptant en fonction des besoins des jeunes. Et on est en train également de se développer nous-mêmes, notre incubateur, développer le modèle économique et puis de se positionner également à l'intérieur du pays. On a des locaux à Conakry ici et puis on s'est installé également à Kindia. On développe d'autres activités à Mamou et bientôt ce sera à l'Abbé. Pour répondre à la question de l'État, sur le rôle de l'État, moi je voudrais d'abord qu'on se pose la question, quand on parle d'accompagnement, on parle de qui? Et il s'agit bien des jeunes, il s'agit bien des femmes. Et quand on pousse un peu la réflexion, on se rend compte qu'il s'agit bien de la création d'emplois, il s'agit bien de la création d'entreprises, création de richesses. Quand on pousse encore la réflexion, on se rend compte qu'il s'agit de lutter contre le chômage, de lutter contre l'immigration irrégulière. Et là, l'État est le premier acteur en face de toutes ces actions, de toutes ces questions. Et pour moi, l'État subventionne les médias pour soutenir ou pour promouvoir la liberté d'expression. Pourquoi pas les incubateurs pour lutter contre le chômage et lutter contre l'immigration irrégulière? C'est là la place de l'État.
renforcer les incubateurs pour que les jeunes puissent accéder aux services d'accompagnement. Je vous dis, l'accompagnement coûte très cher. Il faut avoir des locaux adaptés, il faut avoir des investissements, c'est-à-dire des équipements informatiques, la connexion Internet et l'électricité en permanence pour que le jeune puisse se sentir vraiment dans de bonnes conditions et travailler sur son projet. Et il faut avoir une équipe compétente et dynamique. Tout ça, ça demande de l'argent. Et lorsqu'on facture le jeune de cette manière, il ne peut jamais payer. Le jeune, on parle de jeunes diplômés sans emploi, on parle de jeunes chômeurs, et ils n'ont pas les moyens de payer les services des incubateurs au prix du marché. Donc l'État peut intervenir en appuyant les incubateurs, c'est-à-dire, et ailleurs ça se fait dans d'autres pays, j'ai visité certains incubateurs, où carrément la part de l'État dans le développement de ces incubateurs, c'est une évidence. L'État peut apporter les locaux ou les investissements pour réduire les dépenses de fonctionnement afin que donc, des jeunes puissent accéder facilement aux services. Je voudrais souligner également que, comme rôle de l'État, c'est de canaliser cette nouvelle dynamique. Les incubateurs en Guinée, c'est une nouvelle dynamique. Il n'y en a pas beaucoup et c'est carrément des initiatives privées, la plupart. Et donc là, l'État peut canaliser ça et conférer à cette dynamique un ancrage institutionnel. Moi, je me pose la question, les incubateurs relèvent de quel département? Et là, on pourrait bien accrocher les incubateurs à une institution pour canaliser l'ensemble des interventions, même des différents partenaires, pour donner un peu plus d'impact encore sur ce qu'on est en train de faire. Justement, basé sur votre connaissance du terrain, de l'aide de quel acteur étatique auriez-vous besoin aujourd'hui? De quelle structure étatique, de quel ministère, de quelle direction, de qui avez-vous besoin? Moi, particulièrement, j'ai été soutenu dans le développement de cet incubateur par le ministère de la Jeunesse, qui a accepté, parce que je m'adresse particulièrement aux jeunes, donc le ministère de la Jeunesse a accepté cette initiative en mettant en place ou en nous prêtant la salle de réunion gratuitement pour plus d'un mois, où on livrait chaque samedi des formations gratuites. Et ça, pour nous, c'est essentiel pour le développement d'un incubateur. Et donc, particulièrement, se rapprocher beaucoup plus du ministère de la Jeunesse à travers la direction aussi emploi jeune, c'est pour nous essentiel. Voilà. Merci beaucoup. Madame Hanf, rapidement, quel est le modèle économique des incubateurs? Justement, il disait que tout ça, ça coûte beaucoup d'argent. Comment ça fonctionne? Encore une fois, il y a autant de modèles économiques que d'incubateurs. Et puis souvent, les responsables d'incubateurs disent qu'ils sont eux aussi en mode start-up. Ils sont en train de rechercher le bon modèle économique pour justement réussir à couvrir les importantes charges dont ils doivent faire face. Danda Diallo l'a dit, la cible, elle est peu solvable. C'est difficile de demander à un entrepreneur de payer pour le service rendu, puisque eux aussi sont à un stade où ils ont très peu de moyens. Et les peu de moyens qu'ils ont, il faut qu'ils le mettent aussi pour justement investir dans leur propre entreprise. Et les incubateurs doivent investir énormément au démarrage, dans des locaux, dans une bonne équipe de business développeurs qui va faire toute la valeur de l'accompagnement qu'ils proposent. Donc il y a vraiment des lourds investissements à faire au démarrage. L'accompagnement est très peu rentable. Ceux qui se lancent pour créer un incubateur pensant qu'ils vont faire fortune, si je puis dire, se trompent. Vraiment, ceux qui créent des incubateurs le font aussi par passion. C'est souvent des initiatives privées qui sont portées par des entrepreneurs ou en tout cas des acteurs très engagés qui veulent accompagner la jeunesse. Ensuite, ça prend des formes juridiques très différentes, associatives ou entreprises. On voit de tout dans le panorama des structures d'accompagnement. Mais du coup, ces incubateurs, pour générer quelques revenus, parfois ils font payer quelques formations, parfois ils louent leur espace, des bureaux privatifs, où on fait payer un peu l'offre de coworking à un prix assez raisonnable. Ces incubateurs peuvent faire des événements où du coup, c'est des événements où du coup ils sont rémunérés pour organiser des événements en lien avec les questions liées à l'entrepreneuriat et autres. Les incubateurs, parfois, font du conseil. Ce n'est pas forcément ce qu'ils ont envie de faire pour d'autres partenaires, mais ça rapporte quelques financements pour faire tourner l'incubateur.
Mais globalement, c'est vraiment important pour les incubateurs, une fois qu'ils ont un peu d'expérience, de réussir à nouer quelques partenariats stratégiques, en fait, puisque c'est vraiment ça qui peut leur permettre de pouvoir souffler et d'avoir un budget pour accompagner plus d'entrepreneurs et puis pour réussir à sécuriser son équipe en fait, et son local. En fait. Et il y a vraiment un potentiel de collaboration qui est immense et encore sous-exploité en Afrique de l'Ouest, puisque les incubateurs, il ne faut pas seulement voir la relation entrepreneur-incubateur. En fait. Il faut vraiment voir les incubateurs comme des partenaires qui peuvent être des tiers de confiance entre la structure et l'entrepreneur. En fait, je vais vous donner des exemples un peu plus précis. En fait. Bon, ce qu'on voit le plus souvent ces dernières années, ça va être des partenaires institutionnels qui vont déléguer à certains incubateurs des programmes d'accompagnement. Donc, la Banque mondiale, le PNUD, l'AFD, Enabel travaillent de plus en plus avec les incubateurs à qui ils ont fait confiance et ils leur demandent d'accompagner certains entrepreneurs, parfois sur une thématique, un secteur particulier ou autre. En tout cas, il y a ce type de partenariat où du coup l'incubateur est prestataire de services et donc du coup va devoir, en contrepartie du financement, donner du résultat en fait. Il y a d'autres partenariats qui peuvent exister. Il y a beaucoup d'universités ou d'écoles privées qui savent très bien qu'à la sortie, l'employabilité, le taux d'employabilité n'est pas à 100% et qui peuvent décider de vouloir encourager l'entrepreneuriat auprès de leurs étudiants et qui nouent des partenariats donc, avec des incubateurs pour justement réussir à inspirer leurs étudiants et aussi les former. Au Sénégal, par exemple, l'école de commerce privée IAM a noué un partenariat avec Make Sense pour justement avoir au sein de l'école un incubateur et en tout cas une petite équipe qui va faire des conférences, inspirer les étudiants et de plus en plus de leurs étudiants s'engagent dans la voie de l'entrepreneuriat une fois diplômés. Il peut y avoir des partenariats aussi entre des grandes entreprises, des multinationales et des incubateurs et on le voit de plus en plus en Afrique. La Société Générale, par exemple, qui est une grande banque qui est née en France, a de grandes ambitions en Afrique, mais elle a bien compris qu'en Afrique, il fallait réinventer la banque. Et pour réinventer les services de la banque, ils ont décidé de travailler en partenariat avec des incubateurs qui, eux, trouvent des startups qui vont déployer une nouvelle offre de services qui vont répondre aux besoins de la Société Générale. Donc, par exemple, Jocolabs à Dakar est l'un des incubateurs avec qui la Société Générale travaille beaucoup pour identifier des startups et pour justement, que ce soit un partenariat gagnant-gagnant. Donc, de plus en plus de grandes entreprises travaillent avec les incubateurs et pour l'incubateur, va délivrer une série de services. Et puis, c'est un partenariat monnayé qui rémunère donc les services de l'incubateur. CFAO au Mali, Union Bank au Nigeria, la Royal Air Maroc dans beaucoup de pays. Il y a de plus en plus de grandes entreprises qui, justement, peuvent travailler avec les incubateurs. Merci et d'autres beaucoup. encore. Mais bon, donc, je note privilégier les partenariats stratégiques. Très important. Exactement. Les acteurs publics, les financiers, les instituts de recherche, tout le monde peut collaborer avec les incubateurs et il peut y avoir des synergies à trouver. Je vois Mme Fadima Kane qui sourit quand j'ai dit partenariat stratégique, justement. On va en venir à vous. Bonjour, Mme Kane. Donc, vous êtes programme manager chez ESP Partners, qui est un cabinet de conseil et d'investissement spécialisé sur le développement de l'entrepreneuriat et du secteur privé. Pourriez-vous nous parler de votre approche, de l'approche de ESP Partners, justement, dans cette mission-là? Je vais commencer par présenter brièvement l'ESP. L'ESP, comme vous l'avez dit, c'est un cabinet de conseil privé. On nous permet de faire 10 ans au travers nos bureaux en Côte d'Ivoire, à Abidjan, pour la région Afrique de l'Ouest, et au Rwanda, pour la région Afrique de l'Est. Donc, on est vraiment spécialisé sur le développement de l'entrepreneuriat du secteur privé parce qu'on pense réellement, profondément, que la prospérité du continent se fera au travers du secteur privé. Donc, depuis 2013, on accompagne des entrepreneurs, donc que ce soit en Côte d'Ivoire, au Rwanda, en Angola, nous avons eu des programmes d'accompagnement, d'incubation et d'accélération. Ça a été plus de 6000 projets qu'on a déjà eu l'occasion de voir, plus d'une centaine d'entrepreneurs qu'on a accompagnés. On est heureux aujourd'hui d'avoir des jeunes qu'on a vus au tout départ qui aujourd'hui commencent à être des champions à l'échelle de la Côte d'Ivoire et au-delà.
On a eu le plaisir d'avoir Lamine Bakayoko qui est venu il y a quelques années ici avec une délégation du patronat ivoirien qui a rencontré le président. On a un jeune Benaziz Konaté qui a été élu le meilleur jeune entrepreneur du continent africain et qui aujourd'hui est en train d'ouvrir un peu des succursales un peu partout en Côte d'Ivoire. Donc c'est un peu un plaisir pour nous. Donc actuellement, aujourd'hui, nous avons un programme d'incubation en Côte d'Ivoire, un programme d'accélération et un programme d'incubation au Rwanda. Ce qui fait qu'au total, on accompagne environ 100 entrepreneurs par an. Concrètement, je vais revenir un peu, la jeunesse du SP, c'est vraiment la question de la connaissance du terrain local. Donc nous réalisons beaucoup d'études très régulièrement. Dernièrement, juste cette année, il y a à peine 2 mois, on a interrogé 200 jeunes entrepreneurs ici en Guinée. Et il y a un fait qui est ressorti, c'est que 93% demandent de l'assistance technique, alors que 73% en ont déjà reçu. Donc c'est une situation, on se pose la question, pourquoi en vouloir encore quand on en a déjà eu? Et c'est un fait qu'on a eu en Côte d'Ivoire aussi. On a eu ce fait en Côte d'Ivoire. Oui. Vous avez fait une étude sur 200 jeunes entrepreneurs guinéens. 93% demandent de l'assistance technique, mais 13% en ont déjà reçu. Oui. Donc, ils en redemandent, au fait. Oui. D'accord, je vais vous laisser nous expliquer pourquoi. Très bien. Donc, justement, on a une situation similaire en Côte d'Ivoire. Donc, ça nous a amené à nous poser des questions et à échanger avec les entrepreneurs pour comprendre pourquoi en vouloir encore. Et on s'est rendu compte qu'il y avait une question de problématique d'adaptation de l'offre. C'est-à-dire que le premier constat, ça a été que les entrepreneurs ne sont pas assez outillés pour s'approprier les éléments qui leur sont transmis lors de formation et ensuite aller les mettre directement tout seuls en pratique. Le deuxième élément, ça a été que le livrable, c'est-à-dire ce vers quoi on dirige les entrepreneurs, produire un business plan, n'est pas forcément adapté. La première raison, c'est que tout simplement, on est dans un environnement où il n'y a pas de personnes qui financent sur la base d'un business plan. On ne bâtit pas une confiance sur la base d'un business plan. La deuxième raison, c'est qu'on est dans un environnement où il n'y a pas assez de données pour qu'un business plan soit fiable et crédible. Il y a beaucoup qui reposent sur des hypothèses. Et la troisième, c'est que dans nos environnements, une grande problématique, on a travaillé avec beaucoup d'institutions financières, une grande problématique, c'est la question de la confiance en l'entrepreneur et en sa qualité d'exécution. Donc tout ça, ça nous a amené à repenser nos modèles et à les structurer un peu différemment. Donc je vais parler plus particulièrement du programme d'accélération, mais qu'on décline aussi en programme d'incubation. Donc, on a voulu en fait se focus sur 3 éléments. Le premier, c'est l'individualisation de l'accompagnement. C'est-à-dire que les entrepreneurs qui viennent chez nous, on réalise un diagnostic spécifique de leur situation. Chacun d'entre eux, on les reçoit en entretien, on a un diagnostic. Et à partir de là, on construit un coaching individualisé qui est basé sur des objectifs individuels. Donc, nous avons des personnes en interne qui suivent des entrepreneurs et qui échangent avec eux chaque semaine sur leurs objectifs individuels. Le deuxième élément, c'est qu'on est orienté sur l'exécution et la praticalité. C'est-à-dire qu'on ne demande pas à nos entrepreneurs de produire un business plan. Ce que l'on fait, c'est qu'on ne veut pas donner des formations, on veut donner des ateliers. Des ateliers sur des éléments spécifiques, construire son plan de vente, c'est quoi une technique de vente, et aussi des ateliers en termes de soft skills, être capable de convaincre en public, être capable de prendre la parole, présenter. Excusez-moi, oui? Pourriez-vous nous expliquer ce qu'est un soft skills? D'accord. S'il vous plaît. Alors, on a tendance à différencier hard skills qui vont être des compétences très techniques, plutôt par exemple en comptabilité, en finance, en management, et des compétences soft skills qui sont plutôt des savoir-être, des savoir-faire, mais qui sont tout aussi importants, voire plus. Donc la capacité à vous adapter à l'interlocuteur que vous avez en face, la capacité à présenter votre produit, à vendre, à convaincre, c'est des éléments encore aussi importants que d'avoir un très bon dossier technique. Le deuxième élément, c'est qu'on construit, ce qu'on fait en fait, c'est qu'on construit avec eux des plans d'action. Une fois qu'on a fait le diagnostic, on a des plans d'action, et c'est des plans d'action très spécifiques sur les ventes, les opérations, l'optimisation fiscale et comptable. Par exemple, sur notre programme d'incubation au pays qu'on fait en ce moment en Côte d'Ivoire, l'objectif, c'est qu'au bout de 3 mois, on ait un prototype, ensuite que ce prototype soit testé sur un marché et qu'à la fin des 6 mois, on ait testé avec nos premiers clients. Donc, on ne travaille pas sur un business plan, on travaille sur l'exécution du plan d'action. Ça veut dire qu'on leur donne des conseils, on fait des mises en relation, on fait des mises en situation et on essaye de trouver des solutions, des experts techniques et spécifiques pour aider ce plan d'exécution. Et le troisième élément, c'est qu'on a besoin d'un accompagnement dans le temps.
On a vu, et c'est vrai, et même nous avons eu cette expérience de jeunes que nous avons accompagnés en incubation, qui ont décollé comme des fusées et qui sont morts 2 ans après. Donc aujourd'hui, ce qu'on essaye de faire, c'est d'avoir des programmes connexes. Donc c'est pour ça qu'on a un programme d'incubation, on a un programme d'accélération, et on a aussi ce qu'on appelle une communauté. C'est-à-dire que les entrepreneurs qui finissent nos programmes d'incubation rejoignent ce que nous on appelle une communauté. Donc c'est un espace où ils continuent à recevoir de l'aide, du coaching, et où ils ont toujours accès à nous quand ils ont besoin ou quand ils ont une problématique spécifique. Et où on continue à donner des opportunités, de leur mettre en avant, de leur donner accès au marché, de la visibilité et de les connecter. Donc aujourd'hui, et enfin, quand on a mis tout ça en place, c'est là que vient la question du financement. Mais à ESP, on a ce qu'on appelle le capital intelligent. Le capital intelligent, c'est de dire la bonne combinaison d'assistance technique et de financement adapté. Donc le financement doit être une forme qui est adaptée à l'entrepreneur et à sa taille. Donc sur notre programme d'incubation en Côte d'Ivoire, on a réussi à sécuriser un financement d'amorçage de 2 millions d'euros sur 4 ans, parce qu'à ce stade-là, ça ne sert à rien d'aller vers des banques et des investisseurs, puisque l'entreprise est trop jeune. Par contre, sur notre programme d'accélération, on a des partenariats avec des fonds d'investissement, des banques, des microfinances, des mésofinances qui aujourd'hui sont intéressés parce qu'on a réussi à mettre en place un programme long terme. On accompagne ces entreprises d'accélération de manière personnalisée pendant 18 mois chacune et on réussit donc de ce fait à dérisquer l'entreprise pour l'institution financière. Donc voilà un peu ce que je voulais dire sur l'approche. Alors si j'ai bien compris, vous ne passez pas à la phase financement tant que la phase formation n'est pas complète. Ça se fait en même temps. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on se donne un temps d'observation de l'entrepreneur. C'est-à-dire que c'est ce temps de travail et d'observation avec l'entrepreneur qui nous permet de juger la capacité d'exécuter de l'entrepreneur, son intégrité, sa capacité à lui-même se challenger et à mettre en place des changements. Parce que quand on arrive avec nos programmes, on demande à l'entrepreneur de changer. On demande à l'entrepreneur d'investir dans son business. On demande à l'entrepreneur de reconnaître ses faiblesses. Donc, travailler en même temps, on fait ce travail en même temps parce qu'en même temps, on va faire des simulations sur quel est le besoin réel de financement, on monte tout le modèle financier, le montage financier, mais en même temps, on regarde si l'entrepreneur exécute, s'il est coachable, s'il évolue. D'accord. Et donc, par exemple, aujourd'hui, par exemple, que ce soit sur l'incubation, je peux parler par exemple d'une entrepreneur qui, l'année dernière, faisait 200 000 francs de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, elle en fait 2 millions par mois. 200 000 francs par mois, 2 millions par mois, et je pense qu'à la fin de l'année, on sera à 5 millions par mois. Mais c'est maintenant qu'on est en train de faire le dossier de financement pour son financement. D'accord. Donc j'ai bien noté que vous demandez à l'entrepreneur de reconnaître ses faiblesses, aussi bonnes que l'idée puisse être, de reconnaître qu'il y a forcément des choses peut-être qu'il ne sait pas faire. Exactement. Donc exercice salutaire pour tout entrepreneur. Madame Anne, bienvenue. Madame Fatou Anne, directrice de Wafrica, c'est bien cela? Donc bienvenue sur ce panel. Je vais d'abord passer la parole à Madame Djabi. C'était tout simplement une salutation pour vous souhaiter la bienvenue. Madame Fanta Djabi, bonjour. Donc vous êtes la directrice de Together, donc un incubateur? Non. Non, justement, vous allez nous expliquer ce qu'est Together. Je sais en tout cas que vous avez de très beaux locaux. J'ai eu la chance d'être là-bas il y a un mois. Et une équipe très dynamique. Donc pourriez-vous rapidement justement nous expliquer ce qu'est Together? J'aimerais savoir quels sont les défis, les enjeux et les défis auxquels Together fait face tous les jours. Donc, bonjour tout le monde, c'est bon? Voilà. Je disais que Together n'était pas un incubateur. Donc, on offre des services, on essaie de développer également des solutions pour faciliter la croissance des PME et des startups. Donc, voilà. Vous offrez quel genre de service? Elle a fait la petite différence. Quel type de service? Du coworking, par exemple. On fait du coworking, on met de l'espace à disposition, des équipements de travail, du conseil personnalisé. Même si les incubateurs aussi le font, mais on n'a pas la même façon de le faire, on n'a pas la même cible. Parce que nous, on est principalement avec des entrepreneurs qui sont déjà en activité. Donc, voilà, on n'a pas de programme avec un timing bien précis pour pouvoir les accompagner à atteindre un certain objectif. Donc c'est assez différent. Donc quels sont les défis auxquels vous faites face tous les jours justement dans cette dynamique-là? D'abord chez les entrepreneurs. Parce que ici, je pense qu'on a réellement une manque de culture entrepreneuriale chez les entrepreneurs. Ça, c'est fréquent.
Donc les gens se lancent dans les activités sans savoir qu'il y a assez de difficultés à affronter. Tout à l'heure, elle le disait, parce que ce n'est pas seulement le business qu'il faut travailler. Il y a déjà un travail à faire sur l'entrepreneur. Et ici, on ne le prend pas en compte et les gens se lancent directement. Donc déjà, avec ça, on a un énorme problème. Également, il y a ce problème qu'elle avait évoqué tout à l'heure. Les structures d'accompagnement de façon générale font face à plusieurs dépenses. Et on est avec une cible qui n'a pas le pouvoir d'achat. Donc, ils ne peuvent pas payer les services qu'on les offre. Donc, c'est très compliqué pour nous de les aider et de nous aider en même temps. Donc, ça, c'est une difficulté qu'on affronte tous les jours. On essaie de créer des services, des activités qui peuvent nous permettre de boucher les trous et pouvoir avancer. Donc, il y a aussi l'environnement de travail qui est un réel défi pour nous. Parce qu'avec l'instabilité, en fait, l'environnement n'est pas favorable à la croissance. L'environnement, plus précisément. Quand vous dites l'environnement? Quand je parle d'environnement, c'est réellement socio-économique. Voilà, de façon sociale. Je vous ai parlé tout à l'heure de manque de culture entrepreneuriale. Qu'est-ce que vous entendez par culture entrepreneuriale, selon vous? Pour moi, c'est tout ce que l'entrepreneur doit savoir pour mener à bien son projet. C'est super important. Donc, il faut savoir, comme elle le disait tout à l'heure, qu'ils ont des défauts. Et ces défauts sont des faiblesses pour eux. Ils ont des qualités qui sont des forces pour eux. Ils doivent le savoir. Ils doivent avoir aussi une culture d'entreprise pour les entreprises dans lesquelles ils sont en train de travailler, chose qui manque. Ils doivent savoir que oui, avoir une bonne relation avec l'argent, qui est un tabou chez nous. Donc ça manque. Il manque d'ambition, c'est super important. Donc tout ça fait partie, juste c'est un ensemble en fait, qui forme la culture entrepreneuriale. Et c'est même avec l'entourage, même avec la famille, les proches, on n'arrive pas à faire de différence entre le business et tout ce qui est amitié, tout ce qui est famille, c'est assez compliqué pour nous. D'accord. Merci beaucoup pour ces quelques éléments de réponse. Madame Anne, pourriez-vous nous exposer ce qu'est Wafrika et nous parler également des enjeux et défis auxquels vous faites face dans le contexte guinéen, s'il vous plaît? D'accord. Alors, Wafrika, c'est une ONG qui a pour mission initialement la promotion des droits humains des femmes, qui, à cause de notre contexte, je m'excuse, qui est très violent envers les femmes, il faut être cru, a beaucoup travaillé sur ce qu'on appelle les violences basées sur le genre, et pendant longtemps. Néanmoins, on s'est rendu compte de plus en plus que la réelle solution en fin de parcours de ce qu'on appelle la réponse, la prévention à ces violences, c'est l'autonomisation économique. Donc, ça fait quelques années qu'on travaille sur cette question. On a eu dans ce cadre à faire une cartographie justement de l'entrepreneuriat féminin, à travailler beaucoup plus avec des cibles dans l'informel, parce que malheureusement en Guinée, on a une cible féminine qui est beaucoup dans l'informel, qui a des entreprises, mais souvent au niveau TPE, donc toutes petites entreprises, ou MPME comme on dit, micro-entreprises. Et donc, dans ce cadre, la difficulté, les défis, pour moi, ne sont pas à notre niveau, en fait. Ils sont plutôt au niveau de notre cible. Et je préfère parler de leurs défis à elles. Et donc, elles, je pense que l'un des défis majeurs, c'est que voilà, les femmes guinéennes, quand on parle de droits, elles sont très vite soustraites du système éducatif. Donc, elles n'ont même pas forcément les capacités d'absorption de ces compétences soft ou hard dont on parle. Et ça, c'est un défi réel. Donc, voilà, c'est comment trouver le bon mix de compétences pour les aider à avancer. Et souvent, c'est vrai que pour nos cibles, elles se retrouvent plus dans ce qu'elle appelle les soft skills, les compétences soft, qui sont voilà, la confiance en soi. Ça a l'air de rien, mais ça fait une grosse différence. Et aussi, voilà, comment... dans une société très discriminante, affronter certaines situations, avoir le punch entrepreneurial, en fait. Et ce qui est demandé d'un entrepreneur, finalement, c'est de s'imposer, de savoir se vendre, de se défendre, beaucoup défendre son projet, son idée, etc. Donc, on est un peu dans ces défis-là. Merci beaucoup, Madame Anne. Monsieur Diallo, si je suis un jeune aujourd'hui dans cette salle, j'ai un projet, qu'est-ce que je dois faire pour collaborer avec vous? Concrètement, qu'est-ce que je dois faire pour travailler avec votre incubateur ou pour être sous le couvert de votre... Pour être accompagné, quelles sont les étapes au sein de l'incubateur Ose ton emploi,
Il y a plusieurs formes. L'une des formes, c'est que c'est par appel à candidature. Et puisque le besoin est énorme, on ne peut pas prendre tout le monde. On a une équipe encore restreinte, et une petite équipe qui ne peut pas satisfaire tout le monde, mais notre souhait, c'est encore toucher beaucoup de jeunes. Donc c'est par appel à candidature, souvent on utilise les canaux tels que les médias sociaux, notre site, on lance. Et ceux qui sont intéressés donc postulent, il y a des entretiens qui sont menés et après on retient ceux qui voilà, répondent au minimum de critères pour être accompagnés. Il y a aussi une autre méthode, parce que nous travaillons avec des bailleurs, des partenaires financiers pour accompagner une cible donnée. Et à ce moment-là, dans la plupart des cas, c'est eux qui font la sélection. Pour, suivant, bon, on est par moment impliqué un peu dans ce processus. Et à ce moment, ils nous affectent une cohorte pour demander de les accompagner dans le cadre du développement ou de la création des entreprises. D'accord. Donc, vous faites des appels à candidature. Oui. Je ne peux pas être proactif et aller vers vous afin que... Bien sûr. En dehors de ça, c'est parce qu'on a un programme, on voudrait que les jeunes, en tout cas par rapport à nos compétences et nos capacités de réception, on puisse les intégrer dans ce processus-là. C'est pour ça qu'on met un appel à candidature. Sinon, en dehors de ça, il y a d'autres services, c'est des événements qu'on organise, c'est d'autres activités de formation gratuites qu'on organise. On a développé la première édition de Guinée Startup Challenge, c'était ouvert à tout le monde. Le marathon de l'entrepreneuriat également, c'était ouvert. Et il y a d'autres activités qu'on lance en fonction des différents besoins et des petites formations sur la comptabilité, sur le marketing, voilà, plusieurs modules. Mais ça, c'est destiné à un grand public. Et là aussi, on ne peut pas prendre tout le monde à la fois. Et ça peut se faire par séance, plusieurs séances à la fois. Mais c'est encore sur sélection, parce que parfois, il faut identifier ceux-là qui ont véritablement envie d'être accompagnés. Parce qu'on n'a pas envie de perdre du temps à dire qu'on accompagne quelqu'un et que finish, et voilà, il ne fait rien pour son projet. L'implication, pour nous, est un critère de taille pour sélectionner quelqu'un dans le processus d'accompagnement. D'accord. Justement, Madame Anf, tout à l'heure, vous disiez que vous accompagnez les entrepreneurs de croissance. Ce terme, j'ai retenu ce terme. Justement, si je suis un jeune entrepreneur et je veux être accompagné, justement, qu'est-ce que je dois faire pour être un entrepreneur de croissance ou pour paraître comme un entrepreneur de croissance afin de me qualifier? Comment l'être? C'est ce qu'on l'a dit, hein, il faut être passionné, il faut être ambitieux et puis il faut vraiment bien réfléchir à son projet avant d'aller de l'avant. Et du coup, pour réussir, je pense que c'est très important d'être accompagné. Mais les incubateurs ne peuvent pas accompagner tout le monde. Donc il faut réussir à se démarquer. Il faut déjà travailler seul au démarrage pour avoir un super dossier, qu'une fois que l'incubateur sera en possession de ce dossier, ça va lui donner envie d'accompagner ce jeune parce qu'il aura déjà démontré un peu d'ambition, d'envie d'innover et d'aller de l'avant. Un dossier qui consiste en quoi? Le dossier, bon, souvent les incubateurs demandent aux entrepreneurs d'avoir déjà posé leurs idées sur le papier, en fait, se présenter, dire qui il est, pourquoi il veut entreprendre, dans quel domaine, pourquoi, est-ce qu'il a les compétences pour entreprendre dans ce domaine, comment il compte justement entreprendre, quelles seront les étapes, quels sont ses besoins financiers. Enfin, on parle souvent de business plan, mais ensuite il ne faut pas avoir peur quand on dit ce mot-là, mais c'est réussir à écrire quel est le plan, quel est le projet, qu'est-ce qu'il compte faire. Et beaucoup d'incubateurs ne sont pas non plus hyper exigeants quant au dossier à recevoir, mais il faut réussir quand même à montrer qu'il y a déjà des idées et il y a déjà une stratégie qui est réfléchie, mais cette stratégie va évoluer grâce à l'accompagnement que l'entrepreneur recevra. Parfois, un simple dossier de 4-5 pages, s'il est bien écrit, si on voit déjà qu'il y a une certaine réflexion, il sera considéré par les incubateurs et puis il y a sans doute de grandes chances qu'il puisse être accompagné. Mais voilà, c'est les directeurs d'incubateurs qui parleraient mieux de cela. Je pose cette question à qui veut répondre. Sur quelle base évaluez-vous justement les compétences ou les besoins de formation? Il y a tout d'abord ce qu'on disait, la culture entrepreneuriale. Donc il y a une question de
passion, parce que ça demande vraiment de la passion pour se battre tous les jours. C'est très subjectif, la passion. C'est quoi? C'est quelqu'un qui vient dans votre bureau en larmes ou qui c'est quoi? Non, la passion, je dirais, c'est pas dans les larmes. Je pense que c'est vraiment une façon de s'exprimer. C'est vraiment pourquoi vous faites ce que vous faites. Pourquoi vous vous levez tous les matins pour ça. Et il y a une question de qu'est-ce que vous essayez de résoudre comme problème, à quel besoin vous avez identifié et vous essayez d'apporter une solution pour ça. Donc c'est vraiment qu'est-ce qui va vous motiver quand tout le monde va vous tourner le dos, quand ça ne marchera pas, quand vous aurez un échec, quand on va venir vous proposer un travail où vous allez gagner 4 fois plus pour travailler 4 fois moins. Qu'est-ce qui va vous motiver à continuer? C'est ça la passion. La deuxième chose, c'est la résilience. Vous allez faire face à l'échec, vous allez faire face à des tonnes de gens qui vont vous dire non. Vous allez faire face peut-être à votre famille qui va vous tourner le dos. Comment vous allez gérer ça? Comment vous allez faire face? Et la troisième, j'ai envie de dire, c'est la créativité, parce que vous allez devoir trouver tout le temps des solutions. Un entrepreneur, moi j'ai mes entrepreneurs tous les jours, ils m'appellent, ils m'envoient des messages pour des problèmes où il y a des moments où je les regarde juste et je suis OK. Vous allez devoir faire preuve de créativité et d'imagination à un point où vous n'avez jamais eu à en faire pour pouvoir trouver des solutions différentes. Et je vais rajouter une dernière, c'est l'énergie. Ça demande une énergie folle. C'est-à-dire que ça va vous prendre jour et nuit, et même dans votre sommeil. Donc ça demande une énergie d'être tout le temps là. Maintenant, au-delà de ça, quand on va choisir un entrepreneur, il y a des choses simples. Déjà, est-ce que vous avez identifié un besoin ou vous avez juste fait un produit parce que vous vous êtes dit j'ai envie de le faire? La deuxième chose, c'est est-ce que vous avez pris le temps de comprendre à qui vous allez proposer ce produit? Donc votre cible. Beaucoup de gens vont me dire toute la population guinéenne ou tous les ménages guinéens. Non, c'est pas ça. Ma cible, est-ce que c'est une femme entre 35 et 45 ans qui gagne combien, qui vit dans quel quartier? C'est quoi ses habitudes? Pourquoi elle serait intéressée par ce produit? La troisième chose, c'est est-ce que vous avez pris le temps de vous documenter sur votre marché? Ça représente combien de personnes? C'est quoi la législation? C'est quoi les concurrents? Qu'est-ce qu'ils font de bien ou de moins bien? Qu'est-ce que je peux faire de mieux qu'eux? C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir et je connais beaucoup plus leur environnement qu'eux. Aujourd'hui, quand j'évalue des projets, c'est-à-dire que je suis capable... Pas plus tard qu'avant-hier, en ce moment, on recrute la deuxième cohorte de notre programme d'incubation. C'est-à-dire que quelqu'un va venir me dire « Ah, je veux lancer une plateforme d'intermédiation de tontine et il n'y a personne qui le fait. » Moi, je peux lui citer 4 entrepreneurs qui ont essayé de le faire et qui ont échoué. Et je peux lui dire pourquoi ils ont échoué. Il y a toute la question autour de la législation, par exemple, qui est très, très lourde dans ce domaine et les gens ne les connaissent pas. Donc, est-ce que vous vous êtes renseigné pour savoir ? Et aussi, par exemple, est-ce que vous avez commencé à réfléchir à comment vous allez le mettre en œuvre? Ne serait-ce que d'aller dire, OK, voilà de quoi j'ai besoin, demander à un fournisseur des cotations, c'est quoi le prix? Donc, ça prouve déjà que vous êtes dans une démarche d'exécution et que vous n'êtes pas dans une démarche d'assistance. Et c'est ça la différence. Un entrepreneur, ce n'est pas un assisté. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui fait les choses et derrière, l'aide vient à lui tout seul. Madame Anne? Avant qu'on passe à la phase des questions, oui, madame. Vous m'entendez? Ok, oui. Là, vous m'entendez, merci. J'apprécie beaucoup ce qu'elle a dit. Et je pense que ce dont on parle ici, c'est cette question de profilage, finalement. C'est comment on est capable de profiler ce qu'est réellement un entrepreneur. Au jour d'aujourd'hui, on est dans une dynamique dans le pays où il faut occuper les jeunes. On les occupe comment? Soit en les employant. Et comme il n'y a pas beaucoup d'emplois, on en revient à cette question d'entrepreneuriat, d'auto-indépendance, etc. Et ce qui se passe, c'est que, et la réalité, c'est que tout le monde ne peut pas être un entrepreneur et tout le monde n'est pas un entrepreneur. Je pense que ça prend beaucoup d'être un entrepreneur, en fait. Et à vouloir faire miroiter aux jeunes et faire croire à tous les jeunes que oui, vous pouvez être un entrepreneur, je pense qu'on les trompe un peu. Je pense qu'on a intérêt aujourd'hui à faire bien ce profilage, à trouver les vrais entrepreneurs et à faire du vrai accompagnement de ces entrepreneurs. Parce que ces entrepreneurs, une fois qu'ils ont construit des entreprises solides, on a de l'emploi, parce qu'ils créent de l'emploi et de la richesse, et c'est ce qu'on veut. Et donc tous les autres qu'on a essayé de capaciter dans l'entrepreneuriat en se trompant, on devrait plus travailler sur leur employabilité pour qu'ils deviennent justement les employés de ces entreprises que les vrais entrepreneurs, excusez-moi pour le terme, c'est un peu péjoratif, et elle l'a dit, un vrai entrepreneur, voilà, il y a des gens à qui vous direz non, vous n'êtes pas un vrai entrepreneur, ils vous diront si, moi je suis un vrai entrepreneur. Donc ça peut paraître subjectif, mais non, il y a des vrais critères, il y a des choses qu'on voit à l'œil de l'accompagneur ou accompagnateur, je ne sais même plus trop comment on dit, mais bon, bref. Voilà, donc moi, ce sur quoi j'insiste, c'est au niveau de l'accompagnement en Guinée, c'est le profilage et la sélection vraiment des vrais entrepreneurs. Et quand on a décelé ces vrais entrepreneurs, un accompagnement réel.
On a eu beaucoup de choses qui se passent dans l'environnement en ce moment sur cette question. Il y a des entrepreneurs qui vous diront oui, on m'a accompagné, on m'a donné un tiers de ce dont j'ai vraiment besoin. À un tiers, on n'est pas arrivé à ce qu'on veut. Et on va continuer de ramer, de pédaler. Et on a des vrais entrepreneurs qu'on n'accompagnera jamais vraiment parce qu'il faut faire du nombre et qu'on en accompagnera tellement plein d'autres qui n'y arriveront pas finalement. Et lui non plus n'y arrivera pas. Donc voilà, moi je suis sur cette... en termes de défis, je pense que c'est l'un des défis, c'est de réussir à faire du bon profilage. Merci. Merci beaucoup. Madame Djabi, pour terminer. Pour appuyer ce qu'elle vient de dire, c'est que la question c'était pour savoir comment identifier un entrepreneur, c'était ça, un bon entrepreneur. C'était pas directement la question, mais oui, on peut y répondre. Voilà. Moi, de mon expérience, je sais que les entrepreneurs sont des personnes ordinaires pour commencer. On a tendance à les placer très haut. Et il n'y a pas de bon entrepreneur, il n'y a pas de bon projet. C'est juste que les gens arrivent à créer des solutions pour un marché qui existe, avec de la valeur ajoutée dans un bon environnement. Et quand c'est fait, ça donne ce qu'on veut que ça donne. Après, il n'y a pas de manuel. C'est difficile à dire pour les gens qui recrutent les entrepreneurs pour les accompagner. On n'a pas de manuel où c'est réellement décrit tous les critères qu'il faut pour être un entrepreneur. C'est très compliqué. On va réellement au hasard. Il y a beaucoup qui vont sur du feeling. Juste discuter avec quelqu'un, on sent réellement si la personne peut le faire ou pas. C'est super important. Donc, j'ai un ami souvent qui dit que... Parce que là, on a souvent tendance au recrutement à voir le projet de l'entrepreneur. Est-ce qu'il porte un bon projet? Est-ce que l'entrepreneur a bien se défendre? Et au final, on se rend compte qu'on a fait le mauvais choix. C'est assez fréquent. Donc, c'est que tout le temps, on est axé sur le cheval, si on va dans le sens du jeu. Alors que le joker, c'est celui-là qu'on doit bien identifier, parce que si on le travaille bien, il saura trouver le bon cheval et il saura réellement adapter et dresser son cheval pour aller là où il veut. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup. Donc, basé sur vos différents propos, si je comprends vraiment, il y a une part de subjectif dans l'entrepreneuriat, certes, la passion, comme vous avez dit, mais il y a aussi une part très objective, notamment la méthode, les compétences, qui vient avec les compétences. Donc, du subjectif, mais beaucoup une part très objective aussi dans l'entrepreneuriat. C'est bien cela? Merci. On va passer à la phase de questions. On va prendre 3 questions. Nous sommes contraints par le temps. Il nous reste 10 minutes. Donc, nous allons passer à la phase des questions. Et je tiens à m'excuser d'avance, nous ne pourrons pas prendre toutes les questions. Monsieur Koundounou, vous avez une question? Une question, je peux ça, micro? Ah, ok. Non. Bonsoir tout le monde. Moi, c'est Saint-Michel Koundouno. Je suis aujourd'hui photographe, mais je vous rappelle que je suis animateur du réseau Consommons Guinéen. Et j'ai suivi ce panel avec un grand intérêt, puisqu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat résume tout ce qu'on vit dans nos quotidiens qu'on a créé. Je rejoins un peu Madame en jaune. Est-ce qu'il est-il possible pour quelqu'un d'être incubé dans une entreprise Sokol Incubateur si cet incubateur à la base n'a pas de résultats escomptés ou n'a pas quelque chose de concret ou n'a pas franchi un certain niveau de progrès? Est-ce qu'il peut guider une autre personne qui vient à peine de rentrer? Moi, je suis un peu dans cette confusion. Pour préciser, si j'ai bien compris votre question, c'est... Oui. Permettez-moi de reformuler, juste pour être sûr que j'ai bien... Si un incubateur qui n'a pas les capacités de livrer, est-ce que quelqu'un peut se qualifier à cet incubateur? Est-ce qu'il est prudent de monter dans la voiture d'un chauffeur qui vient à peine de conduire et pour qu'il vous amène à une distance quelconque? Est-ce qu'il est prudent? Si je comprends bien, la question porte sur la capacité des incubateurs, justement. Merci beaucoup pour cette question très pertinente, que je trouve très pertinente à titre personnel. D'accord. Nous allons prendre 2 autres questions, ensuite nous allons vous laisser répondre. Je vais essayer, excusez-moi, je vais faire de la discrimination positive. Une femme, s'il vous plaît. Une femme a-t-elle une question dans la salle? Où? Je ne vois pas. Madame au fond, s'il vous plaît. Le micro, s'il vous plaît, pour la... Bonjour à tous et à toutes. Je reprends au nom de Sila Kadija. Je n'ai qu'une question à poser à Madame Khan. Elle dit que
les 93%, je ne sais pas, sont accompagnés dans leur travail d'entrepreneuriat. Les 73 en Guinée, vous remarquez qu'ils sont toujours à la demande encore, qu'ils disent qu'ils n'ont pas été peut-être financés. Est-ce que vous vous êtes posé la question à savoir pourquoi ils disent toujours qu'ils ne sont pas financés ou à dire toujours qu'ils sont comme ça, ils ne sont pas accompagnés dans leur projet ou ils n'ont pas été financés? Vous vous êtes posé cette question? C'est ça. Merci, madame. Une dernière question. On a pris une question ici, on va aller de l'autre côté. Jeune homme. Le micro, s'il vous plaît, au jeune homme de l'autre côté. Bonjour, je suis Amadou Tal, blogueur, poète, étudiant, activiste web développeur junior. En fait, j'ai une question, mais je vais commencer par dire quelque chose. Je pense que les incubateurs deviennent de plus en plus des moteurs qui produisent des entrepreneurs chevronnés. Je connais quelques-uns. En fait, je constate que les incubateurs se focalisent plus sur les projets agricoles que ceux dans les autres domaines. Je pense que c'est très bien, mais je sais que l'innovation technologique permettrait de booster tous les autres secteurs, primaires, secondaires, tertiaires. Je sais qu'il y a bon nombre de jeunes qui ont des projets d'innovation dans le domaine technique, électronique, de l'informatique, mais qui ont besoin de se former, d'avoir les qualifications requises pour aller au bout de leurs idées. Alors, ma question est de savoir pourquoi un incubateur n'investirait-il pas dans la formation de ces types de jeunes, malgré le fort potentiel existant dans leur domaine. Merci. Merci beaucoup. Donc, comme je l'avais annoncé, 3 questions, vu que nous avons des contraintes de temps. Très chers panélistes, je vous laisse répondre à votre guise. Monsieur Diallo. Oui, bon, je vais essayer un peu la question de monsieur Koundouno et quant aux capacités des incubateurs à accompagner. C'est vrai, quand on voit naître un incubateur et devant nous, et puis on se pose la question, est-ce que celui-là que j'ai vu, voilà, est-ce qu'il peut après m'accompagner? Tout est question d'objectivité. Moi, je pense que vous devez pouvoir faire le choix, mais connaître d'abord dans quel incubateur vous devez partir. Parce que chaque incubateur a un objectif, une cible donnée. Moi, si vous avez déjà établi votre entreprise, vous voulez et vous êtes à un niveau supérieur, vous ne rentrez pas dans mon incubateur parce que je n'ai pas les compétences de vous accompagner et je ne me positionne pas sur votre profil. Moi, mon profil, c'est les jeunes qui ne connaissent pas encore l'entrepreneuriat. C'est pour ça qu'on dit « ose ton emploi ». Et c'est ceux-là qui veulent aller valider une idée, structurer leur entreprise, aller jusqu'au démarrage et commencer la petite commercialisation. Et après, les autres structures vont prendre le relais. Voilà là où je me positionne. Et pour ça, on a les compétences. Et notre équipe s'appuie sur l'expertise interne pour développer même le modèle économique. Donc, voilà ce que je pourrais vous dire. Il s'agit de bien sélectionner. L'entrepreneur n'est pas obligé, lui aussi, d'aller dans n'importe quel incubateur. C'est comme le client. Et pour une entreprise, le client sélectionne l'entreprise qui propose le meilleur service. Donc, vous devez d'abord connaître, faire une liste de tous les incubateurs en Guinée, connaître quel est l'incubateur qui répond à mon besoin. Et à ce moment-là, je pense que vous pourrez tirer profit de votre accompagnement. Je vous remercie. Donc tous les incubateurs ne sont pas les mêmes, on pourrait les classer en plusieurs catégories, c'est ça? Moi, je pense que c'est ce travail qui doit être fait, même si pour l'instant, ce n'est pas le cas. Chaque incubateur doit se positionner sur un profil, pas juste dire que j'accompagne un jeune ou une femme, mais les jeunes, ils sont à différents niveaux d'évolution. Chaque incubateur doit se positionner sur un maillon de ce profil et apporter les compétences nécessaires pour développer aider ce jeune à se développer, et puis le reste, d'autres vont prendre le relais. Pourquoi on parle d'accélérateur? On ne peut pas parler d'accélération pour un jeune qui veut identifier son idée. Donc, il y a des structures qui se positionnent sur aider le jeune à développer, à structurer, trouver un business model et puis faire un plan d'affaires et puis démarrer. Il y a des structures qui doivent se positionner sur de l'accélération. C'est ceux-là qui ont le prototype bien validé et qui veulent aller à la croissance. Voilà. Merci beaucoup. Fanta? Merci.
Je pense que c'est la plus grande problématique qu'on a aujourd'hui en Guinée, parce que le thème un peu c'est sur les performances des programmes d'incubation. Donc il faut une continuité entre les structures d'accompagnement. Ça ne peut pas s'arrêter qu'à l'incubation. Et ce qu'il vient de dire, c'est super important parce qu'il y a des incubateurs qui sont spécialisés qu'en agro, en tech, et il y a certains qui ont réellement des critères, comme il a dit, selon le niveau d'avancement de l'entreprise pour l'accompagnement. Mais aujourd'hui, il faut aussi avouer que toutes ces institutions qui sont là aujourd'hui pour accompagner l'écosystème entrepreneurial de façon générale sont axées principalement que sur les entrepreneurs. Et les résultats demandés sont très décalés de la réalité au fait. Si vous demandez à un incubateur d'accompagner 100 jeunes et que vous, votre résultat à la fin, c'est pour dire que oui, on accompagne 100 jeunes, ça part... Si vous demandez... c'est qui les ce partenaires vous? au fait. Parce que on est, vu qu'on parle des performances des programmes d'incubation, les partenaires institutionnels qui subventionnent certains programmes d'accompagnement pour les jeunes, les résultats, je pense qu'on fait erreur, fausse route sur les résultats. L'essentiel pour moi, c'est pas accompagner 100 jeunes et dire après que 100 jeunes ont été accompagnés sur 6 mois, on ne peut rien faire pour un jeune entrepreneur en 6 mois. On peut faire quelque chose, mais pour la pérennité de son entreprise, ce n'est pas possible. Elle le disait tout à l'heure, les jeunes demandent toujours oui, on veut encore et encore. C'est normal parce que dans la croissance de l'entreprise, à chaque étape, on a besoin de quelque chose. Aujourd'hui, on a besoin d'incubation. Demain, on a dépassé ce cap-là, on veut autre chose. Donc, c'est comme mettre un bébé au monde parce qu'on est tous axés sur le démarrage. Pousser les entreprises à démarrer, encourager la création d'entreprises. On est axé sur le nombre d'entreprises créées. Mais après, quand on met le bébé au monde, c'est-à-dire ces entrepreneurs qu'on pousse à créer des entreprises, c'est quoi le résultat dans 5 ans, dans 10 ans? Ils vont mourir. Qu'est-ce qu'on fait pour eux? Qu'est-ce qu'on a mis en place? Quel système on a bâti? Quelle infrastructure on a mis en place? Quel écosystème on est en train de créer pour favoriser leur croissance? Point d'interrogation. Aujourd'hui, toutes les réflexions sont axées que sur la création. Et je pense qu'on doit revoir ça. Donc, vous pensez que les partenaires au développement qui aident les incubateurs doivent revoir leurs critères d'évaluation en Guinée? Oui, les résultats attendus. C'est-à-dire il ne faut pas aller que sur les entrepreneurs. Il faut aller aussi sur les incubateurs. Il faut renforcer la capacité des incubateurs. Il faut créer des programmes qui sont adaptés au contexte guinéen parce qu'on est en Guinée. Parce que c'est facile d'importer des méthodologies d'ailleurs. On n'a pas... on vient avec des méthodologies, mais on laisse la culture parce qu'on n'a pas le même rapport culturel avec l'entrepreneuriat. On n'a pas les mêmes environnements. Donc, vous ne pouvez pas envoyer une méthodologie. D'ailleurs, pour l'imposer ici, ça ne fonctionne pas. Tout à l'heure, j'ai beaucoup apprécié l'intervention de Mme Khan parce qu'eux, ils ont réussi à trouver leur méthode à eux. Ils ont réussi réellement à adapter en fonction de la cible qu'ils ont. Donc, ils créent réellement des programmes qui ne sont pas axés que sur le business plan, mais ils vont appuyer la mise en place ou la réalisation des plans d'action. C'est super important. Donc, il faut réellement créer comme ça des méthodologies qui sont propres à nous et qui peuvent aider les entrepreneurs à avancer. Merci. Et qu'avez-vous à dire sur l'impression du jeune homme, de mon homonyme d'ailleurs, sur le fait que les incubateurs sont orientés plus vers l'agriculture? Est-ce que c'est réellement le cas? Si oui, y a-t-il une explication? Oui, bien sûr. Pour ma part, d'après ma remarque, c'est parce que, si vous voulez, on ne peut pas... En fait, nous, on regarde ce qui se passe ailleurs. Et en faisant que ça, on fait fausse route encore. Parce que là-bas, on n'a pas, si on prend par exemple la pyramide de l'évolution, on se voit qu'eux, ils sont à un niveau où réellement la technologie, c'est ce qu'il faut là-bas aujourd'hui. Et nous, dites eux. Je parle si je prends l'Occident, si je prends l'Europe, si je prends... Voilà. Aujourd'hui, là-bas, créer des applications, la technologie, c'est réellement ce qui est demandé là-bas. Alors qu'ici, en Afrique, aujourd'hui, si vous créez une application de livraison, juste un exemple, de livraison de nourriture, on se rend compte qu'ici, culturellement, on n'est pas... majoritairement des gens qui mangent en dehors. Beaucoup mangent à la maison. Donc, c'est pas le nombre de personnes qui vont au restaurant ici est très petit au fait. Donc, il faut réellement voir la réalité en face. Il faut voir les problèmes. En fait, l'entrepreneuriat, c'est pas créer des solutions parce qu'on a envie d'être entrepreneur, parce que oui, le projet il est beau. Si je crée une application qui peut permettre aux gens de faire ça, c'est super. Mais après, c'est pas ça, en fait, le projet. Comme je le disais, c'est pas une question de bon projet ou bon entrepreneur. Réellement, il faut créer une solution qui répond à un marché existant. Donc, aujourd'hui, les applications, c'est un peu compliqué. Les gens se dirigent vers l'agriculture parce qu'on a le besoin qui se trouve sur le marché. Donc, c'est normal que les incubateurs puissent accompagner parce qu'ils ont aussi besoin de résultats. Ose ton emploi, aujourd'hui, a besoin de dire que oui, en 2020, j'ai accompagné 5 entreprises et sur les 5, il y a au moins 2 qui fonctionnent normalement. Et voilà leur chiffre d'affaires. Elle le disait tout à l'heure. On a besoin de dire oui. La première année, elle faisait 200 000 de chiffre d'affaires. Deuxième année, aujourd'hui, elle fait 2 millions. Ça, c'est une crédibilité pour l'incubateur. Mais avec les projets technologiques, on n'est pas encore à ce niveau. En tout cas, c'est très rare de voir les projets qui réussissent dans ce sens-là. Donc,
naturellement, ils se dirigent vers des projets qui peuvent rapidement apporter un résultat positif. D'accord, merci beaucoup. Madame Kahn. Je vais rajouter le premier point sur les incubateurs. Je pense qu'il y a quelque part, enfin, nous en tout cas, notre approche ESP, c'est ce qu'on appelle un discours de vérité. C'est-à-dire que l'entrepreneur doit savoir ce qu'il peut, ce qu'il vient chercher et ce qu'il est prêt à mettre comme effort pour l'avoir, et l'interlocuteur en face doit le lui dire. Nous, des entrepreneurs qui viennent nous dire on est là pour du financement, on leur dit on ne peut pas vous aider. Pourtant, dans tous nos programmes, il y a du financement, mais on n'est pas là pour ça. Le financement, c'est la cerise sur le gâteau. La deuxième chose qu'on dit à nos entrepreneurs, ça ne va pas être un massage. Tu ne vas pas t'asseoir dans une pièce, tu es assis et puis je t'apporte toutes les solutions à tes problèmes. Tu vas trouver les solutions. C'est toi qui vas aller te battre. C'est ton entreprise, ce n'est pas la mienne. La troisième chose que l'on dit à nos entrepreneurs, c'est que tout simplement, tu vas gagner de ce programme ce que tu vas investir dedans. Si tu es là, si tu poses des questions, si tu participes, si tu appelles, Moi là, par exemple, j'ai des différents entrepreneurs que je coach. Il y en a une, elle m'envoie 3 mails par jour. Et sur tous les mails qu'elle m'envoie, je lui réponds. Il y en a certains, je n'ai pas de leurs nouvelles depuis 2 mois. Je ne vais pas leur courir après pour leur dire comment ça avance, est-ce que tu réussis à mettre en place, qu'est-ce qui se passe. Non. Par contre, celle-là, je sais qu'on avance parce qu'on a des actions et je suis en train de voir qu'on est en train de petit à petit les réaliser. Donc, qu'est-ce que tu cherches? Après, l'incubateur doit te dire aussi qu'est-ce que moi je peux t'apporter. J'ai des entreprises qui viennent vers moi et moi je leur dis écoutez, ce que vous recherchez, moi je ne pense pas que je suis la meilleure structure pour vous apporter ça. Et je les dirige vers quelqu'un d'autre. Et ensuite, il faut être prêt à mettre de l'effort et à travailler. Maintenant, sur votre point par rapport au secteur, ce qui est très important, on est dans un écosystème, il faut regarder nos économies. En Côte d'Ivoire, 50% de mes entreprises sont dans l'agriculture et l'agribusiness. Pourquoi? C'est le premier secteur de nos économies. On ne transformera pas nos économies sans passer par ce secteur. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut voir la technologie pas comme une fin. La technologie est un moyen. C'est un enabler. Donc la technologie permet de transformer ces industries, ces secteurs. La technologie, moi j'ai des entrepreneurs qui utilisent la technologie et qui transforment de manière radicale l'agriculture. J'ai des entrepreneurs qui font de l'agriculture de précision. J'ai des entrepreneurs qui utilisent la technologie dans les transports et qui sont en train de changer ces secteurs et qui donc changent complètement, radicalement des économies. Donc il ne faut pas faire de la technologie pour faire de la technologie, il faut faire de la technologie qui serve à des secteurs réels qui transforment l'économie. Oui. C'est exactement transversal. Et pour revenir à madame, en fait, mon point, c'était pas sur le fait qu'ils ont dit qu'ils n'ont pas, ces 73% ont dit qu'ils ont besoin encore de financement, c'est qu'ils ont dit qu'ils ont encore besoin d'assistance technique. Et c'est la question que l'on pose. La question que l'on pose, c'est pourquoi ils en ont encore besoin. Nous, notre constat en Côte d'Ivoire, c'était qu'il y avait un problème d'adéquation de l'offre actuelle. Après, je pense aussi que l'offre actuelle n'est pas encore assez suffisante. Mais il y a aussi la question aussi des entrepreneurs à un moment d'aller chercher ce dont ils ont besoin et d'être capables eux-mêmes de s'auto-former. Merci beaucoup, Madame Kahn. Madame Hoff, peut-être pour terminer. Oui. C'est vrai que vous avez raison, tous les incubateurs n'ont pas encore apporté la preuve de leur efficacité. Ils sont aussi relativement jeunes et leurs services d'accompagnement sont aussi à être renforcés, à être professionnalisés. Les incubateurs le demandent même eux-mêmes, d'être renforcés, d'être professionnalisés. Ce n'est pas une science exacte, l'accompagnement des entrepreneurs. Il y a vraiment plus de chances pour qu'ils réussissent, mais il y a aussi beaucoup d'échecs, et c'est normal. Les incubateurs seuls ne peuvent pas résoudre tous les problèmes des écosystèmes entrepreneuriaux. Il y a vraiment beaucoup de défis à régler. Les incubateurs accompagnent l'entrepreneur, mais vraiment, l'entrepreneur évolue dans un écosystème qui est complexe. En Guinée, c'est complexe. Je pense que vous me comprenez quand je dis ça. Mais j'invite vraiment tout le monde dans cette salle, que vous soyez entrepreneur ou que vous soyez un acteur public, un acteur privé, un institutionnel, à être curieux et aller aux événements que les incubateurs, les espaces de coworking organisent. Il se passe plein de choses. C'est très intéressant. Il y a vraiment beaucoup de talents qui gravitent dans ces espaces-là. Allez-y, c'est vraiment très très intéressant. Il y a vraiment un gros potentiel qui est encore inexploité en Guinée. Je pense qu'il y a vraiment des partenariats très innovants qui peuvent être faits avec ces structures-là. Certaines sont dans ce panel, mais il y en a d'autres. Voilà, il y a Ose ton emploi, il y a Saboutek, il y a Jatrofa Hub, Tougeda, Studio Kira. Oser innover sont des structures qui, certaines peut-être les connaissent, certains d'autres non.
Je suis allée les rencontrer et c'est vraiment très très intéressant ce qui s'y passe. Et ces structures-là ne demandent qu'une chose, c'est à travailler plus en partenariat avec d'autres acteurs pour ensemble résoudre les défis que rencontrent les entrepreneurs ici en Guinée. Voilà. Merci beaucoup, Madame Hanf. Merci. Voici donc venue la fin de ce panel sur l'incubation. Je présume qu'il y a encore beaucoup de questions, mais les intervenants seront là tout le long du SADEN, donc n'hésitez pas à aller directement les rencontrer. Ils seront à votre disponibilité. Merci encore, très chers intervenants. Merci à tous. Merci beaucoup, Amadou, pour cette modération. Madame Anne, merci. Merci beaucoup, Madame Khan. Merci, Fanta Diaby. Merci beaucoup, Elodie. Eh bien, nous allons maintenant prendre une pause d'1 heure exactement. Nous allons revenir...